Merci C'est moi beaucoup. Alors, qui. je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité à parler de la sédation personnalisée. Non, non, on passe un super moment ensemble, hein, vraiment. Et voilà. Euh, et donc, je vais. En fait, j'ai jamais fait ce topo. En fait, ça vous paraît bizarre, mais c'est sûr. Et ça m'a un petit peu fait. Ça m'a forcé un peu à revoir tout ce qu'on a appris sur la sédation, tout ce qu'on a communiqué. Et je vais essayer de vous faire passer quelques messages que maintenant, il est temps, hein, j'arrive à me dire finalement en neurosédation, qu'est-ce qu'il faut regarder. Alors d'abord, première question que je me suis posée, c'est pourquoi la neurosédation personnalisée. Et au fond, arrêtez d'aller dans les essais multicentriques randomisés qui vont tester la sédation machin versus la sédation truc. Ça, à mon avis, c'est plus bon. Faut faire. Voilà, moi, je vous mets ici toutes les études qui ont été faites et qui ont été contredites par le même design pour la même question quelques années plus tard. Là, c'était la question est-ce qu'il faut faire de la. Là, on est dans de la réanimation classique, hein. Est-ce qu'il faut faire pas de sédation versus de la sédation? Bon, là, ils avaient l'air de dire que oui, c'était mieux pour les gens qui n'avaient pas de sédation. Puis, hop, 10 ans plus tard, on refait la même étude avec les mêmes équipes d'ailleurs, hein. Ils sont pas regardants et ils publient toujours. Bon, c'est des usines à papier, hein, mais en disant bah, finalement, ça ne fait pas de différence sur la mortalité. Si on passe sur la dexméthyldomidine, bon, on dit ah oui, ça fait un petit effet sur la durée de ventilation quand on la compare avec le midazolam. Et puis, on refait une étude quelques années plus tard et on montre que ça ne fait pas de différence sur la mortalité, les durées de ventilation, etc. On continue avec les curares, on nous dit, Marseille, que les curares sont bons dans le SDRA, et puis on refait une étude quelques années plus tard pour dire bah, finalement on n'a pas trouvé, etc. Donc là, je crois que non, faut arrêter de faire ce type de comparaison sur des critères qui sont mortalité, durée de ventilation, etc. On n'arrivera à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'effets, il y a plein de facteurs qui ne sont pas pris en compte et où, quand on les met, on les considère, et dans la pratique de tous les jours, on s'aperçoit que finalement, gagner une heure ou même une demi-journée en sédation, c'est pas ça qui fait la belle médecine, quoi. C'est pas ça qui fait le devenir du malade qui sera amélioré. Alors après, le deuxième raison, pourquoi la neurosédation personnalisée? Parce que finalement, ça a été dit déjà, on va, ça, avec la sédation, on va interférer avec l'organe le plus noble que vous connaissez, qui est déjà lésé. Et donc, on va forcément, avec la sédation, avoir cet effet qui est je vais le protéger, cet organe, mais en même temps, je me prive du moyen de vérifier si il fonctionne toujours bien. Et donc, dans la vision qu'on peut avoir, vous allez avoir deux cas de figure. Le premier, c'est vous n'êtes pas sûr que l'organe que vous êtes en train de traiter, il a une grande souffrance, donc vous avez un doute, et ce doute-là, il doit être levé, et vous ne pouvez pas faire autrement que d'arrêter et de faire une fenêtre de sédation et d'estimer avec un score clinique ce degré de souffrance. Et puis, de l'autre côté, vous êtes au contraire, là, vous ne vous posez pas cette question-là, votre organe est en train de souffrir, et il vous faut à ce moment-là poursuivre la sédation et trouver un paradigme ou une variable qui vous permettra de voir et d'adapter votre sédation à cette souffrance. Alors, pourquoi l'interférence sédation et pression intracrânienne est importante? Voilà, quand vous levez une sédation de manière inappropriée, comme on a pu le discuter hier, hein, voilà, à condition de mesurer la pression intracrânienne, la pression intracrânienne, elle monte. Et là, c'est vrai que quand on voit ce patient-là, oui, il n'aurait jamais dû être réveillé, parce qu'il monte quand même à 52 pics. Alors après, 52 pics, on va me dire, oui, bon, ça va passer. Oui, mais quand c'est répété, etc., on le sait, c'est iatrogène, quoi. Derrière, vous faites de l'œdème vasogénique, etc. Donc, on est un petit peu, on est pris par ça. Et donc, la fenêtre de sédation, oui, on peut la faire, mais il faut savoir à peu près quels sont les patients qui sont, on va dire, qui peuvent en bénéficier. Et donc, je vous ai mis ici, hein, quand vous avez par exemple des patients
sur lequel le Glasgow de départ, ben, il n'a pas été bien fait, il y avait des facteurs confondants, etc. Ça, oui, vous pouvez refaire cette évaluation parce qu'elle va vous guider ensuite dans votre stratégie, soit parce que vous avez une discordance importante entre ce qu'on vous a vendu comme une histoire clinique assez grave, un score de Glasgow à 1, à 3, hein, voilà, et puis vous regardez l'imagerie, là, on ne fait pas de pic, on réévalue le patient et on va faire une fenêtre de sédation. Et puis vous avez toutes les causes dans lesquelles bah, la souffrance elle a été traitée rapidement, soit parce que vous avez fait de la radiologie interventionnelle, soit parce que vous avez été en chirurgie. Et donc là, à ce moment-là, vous avez besoin de réévaluer votre patient. Les modalités, je vais aller assez vite parce que finalement, bah, ce qui va nous intéresser, le malade il peut être encore intubé, ventilé, c'est la réponse motrice, hein, c'est votre Glasgow moteur que vous allez faire, vous le faites le plus vite possible, en l'absence de signes d'hypertension intracrânienne, si c'est mesuré. Mais là, vous avez des éléments, vous avez le scanner, on en a beaucoup parlé hier, mais vous avez le Doppler, vous avez éventuellement la PIC. Et vous allez pouvoir changer votre stratégie thérapeutique. Et puis, vous êtes dans l'autre volet. Là, il n'y a pas de doute possible, l'évaluation a été bien faite. Et là, vous avez la sédation pour contrôler la pression intracrânienne. Et donc, la sédation, comment elle agit? Bah, vous avez plusieurs, effectivement, mécanismes d'action. Je ne les ai pas tous mis ici, mais il y a évidemment l'effet analgésique. Et évidemment, il y a des soins qui sont nécessaires pour le patient. Et évidemment, ça provoque des inférences sensorielles douloureuses. Et évidemment, il vous faut combattre cela. Vous pouvez utiliser cette sédation pour optimiser la PaCO2. Il y a Laurent qui vient d'en parler. C'est important, la PaCO2, dans la régulation du débit sanguin cérébral. Et donc là, il vous faut couper le contrôle ventilatoire pour avoir à coup sûr votre PaCO2 qui soit optimal. Et puis, vous avez la fameuse vasoconstriction métabolique dont il y a eu effectivement des courbes qui vous montrent qu'il y a un parallèle entre eh bien, les besoins métaboliques, la production de CO2 locale et le débit sanguin cérébral. Et ça marche. Et ça marche, la sédation. La sédation optimale, ça marche bien. Et quand vous faites des séries comme ça, où il y a quand même pas mal de patients, vous apercevez que dans, on va dire, les 2/3, voire les 3/4 des patients, la sédation, analgésie, c'est la première étape qui vous permet de contrôler la pression intracrânienne. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous la trouvez dans les 2 premiers niveaux pour effectivement contrôler la pression intracrânienne de vos patients. Les médicaments, alors les médicaments de cette sédation analgésie continue, bah, vous voyez, on n'a pas été très originaux quand on a fait cette revue avec les collègues européens. On avait dit, ben, en première, les sédatifs, bah, c'est propofol, midazolam, les analgésiques, fentanyl, morphine, et puis on a des alternatives. Bon, voilà, on n'avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y a simplement des éléments quand même qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que les perfusions continues de morphinique, c'est un des facteurs indépendants de la survenue de confusion mentale après dans le réveil de vos patients dans votre séjour en réanimation. Donc, la stratégie qu'on a mis en place dans les derniers recos sur la sédation analgésie avec les Nord-Américains, ça a été de dire on introduit maintenant des systèmes multimodaux de médicaments qui ne sont pas uniquement que les morphiniques, mais d'autres analgésiques non morphiniques. Et puis la kétamine, alors je pense toujours à ça et je pense toujours à Lionel quand j'en parle, alors donc je pense souvent à toi. La kétamine, c'est devenu, alors il y a des études qui ont montré maintenant que c'est un effet, la kétamine en soi a un effet d'épargne morphinique en réanimation qui est de l'ordre de 1 mg par heure. C'est pas mal, ça fait 24 mg par jour d'épargne morphinique, équivalent morphinique. Donc ça, c'est important et je rappelle ici que c'est un médicament qui n'élève pas la pique. Maintenant, ça y est, on a un certain nombre de sujets là-dessus. Et puis, il y a un effet peut-être qui est encore à aller, on va dire, à mieux définir, mieux identifier, mais apparemment, la kétamine aurait des vertus pour prévenir ou réduire l'importance de ces dépolarisations corticales envahissantes, les dépressions corticales envahissantes. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, Baptiste Balança pourra mieux vous en parler, mais en clair, après une lésion cérébrale, vous pouvez avoir, où ça a été observé, des systèmes de propagation je suis ici, c'est bon.
propagation d'ondes lentes qui sont extrêmement consommatrices en énergie et qui provoquent, oui, oui, c'est bon, ça va, on est là, et qui provoquent, à ce moment-là, vous avez un phénomène qui n'est pas une hyperémie réactionnelle face à cette dépolarisation, mais au contraire, un phénomène de consommation excessive d'énergie avec une ischémie, et cette ischémie va se propager. C'est un des mécanismes des lésions secondaires après une lésion traumatique ou vasculaire qu'on observe. Et donc la kétamine aurait des propriétés qui seraient propres, peut-être par ses effets anti-NMDA, sur la réduction de l'intensité de ces lésions. Et dans un papier un peu plus récent, où on a introduit la S-kétamine, hein, qui n'est pas la forme racémique, mais la forme pure de la kétamine, avec son isomère S, eh bien, qui va être bientôt à disposition dans les réanimations en France, eh bien, vous avez ici toujours des auteurs, les auteurs allemands qui ont été les premiers à montrer ça, eh bien, vous avez ici une réduction importante, hein, dès lors qu'on a introduit la S-kétamine sur l'intensité de ces fameuses ondes de dépolarisation corticale envahissante. La kétamine en soi, la forme racémique, a un effet important, indésirable, qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est toutes les... bon, il y a les effets psychodysleptiques que vous connaissez, mais c'est les hépatites biliaires. Les hépatites biliaires qui peuvent aller jusqu'à des transplantations hépatiques. Et là, dans ce papier qui est assez récent, bah, vous voyez que là, il y a une sorte... Ils ont modélisé la durée de la kétamine ou la dose de kétamine en continu avec l'augmentation, par exemple, d'un marqueur comme la bilirubine. Et vous voyez qu'on peut aller sur une augmentation de 20 micromoles par litre de bilirubine. On l'observe dès lors que pendant 12 jours, on est à 2 mg par heure de kétamine, ce qui n'est pas des doses excessives. Donc l'idée, c'est qu'avec la S-kétamine, il y aurait probablement beaucoup moins de ces effets indésirables sur la fonction hépatobiliaire. Et puis, on a encore d'autres armes. On a les halogénés. Les halogénés, vous savez hein, qu'on peut les administrer en réanimation. Les halogénés, comme on est tous des anesthésistes réanimateurs, on sait, quand on les utilise en anesthésie, bien, il y a une prédiction importante de la réponse dose-effet. Il n'y a pas eu d'effet hémodynamique. Attention, avec le sévorane, il y a eu des cas cliniques. On en a publié, mais d'autres l'ont fait, avec la formation de diabète insipide néphrogénique, parce que vous avez du métabolisme du sévorane, une accumulation d'ions fluor inorganiques important, et ça, c'est toxique sur le rein. Et puis, vous avez toujours hein, l'effet quand même vasodilatateur si la MAC de l'isoflurane est supérieure à 1. Donc, il faudra, si on l'utilise, être prudent dans l'augmentation ou les concentrations de MAC. Mais actuellement, on n'a pas d'études sur le traumatisme crânien et utilisation de l'isoflurane. Alors, si on essaye de mettre tout ça ensemble, eh bien, vous avez maintenant la sédation. On a les outils, on a les médicaments, et on va essayer de voir ensemble comment on va essayer de piloter de manière individualisée cette sédation. Et donc, ça s'adresse à des patients qui sont, vous voyez, cérébrolésés graves ou modérés, nécessitant une ventilation mécanique pendant au moins 24 heures. Hein. On va mettre de côté tous ceux chez qui, voilà, ils sont arrivés en réa, mais finalement, on va les réveiller vite. Et donc là, pour faire un peu le distinguo, c'est pas d'HTIC versus HTIC. Ça veut dire qu'on mesure la pique, là. Hein, on mesure la pique. Et donc, pas d'HTIC, vous êtes dans une... Finalement, ça va être quelque chose de transitoire. Vous n'allez pas garder vos malades sous ventilation et sédation pendant longtemps. Et donc là, ce qu'on propose, c'est de faire la sédation de confort. Le malade n'a pas encore complètement les critères pour être réveillé complètement. Vous utilisez des non-morphiniques. Vous arrêtez dès que c'est possible pour une réévaluation neurologique. Et puis, si vous avez, de temps en temps, ça arrive, une tachyphylaxie ou une intolérance hémodynamique, eh bien, vous avez éventuellement des alternatives. Quand vous êtes dans une situation d'HTIC, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, là, vous avez déjà à vérifier que votre sédation analgésie, elle est optimale. Donc, vérifiez que là, vous êtes en dose croissante de midazolam et propofol. Là, c'est une association, parce que ça vous évite d'avoir les inconvénients de chaque médicament. Là, on introduit la kétamine. Ici, c'est les morphiniques à forte dose et éventuellement des curares. Et puis, si vous avez une HTIC qui est persistante malgré ça, là, vous êtes sur d'autres traitements de l'hypertension intracrânienne et puis vous arrivez sur
on va dire, du coma métabolique avec du propofol ou des barbituriques pour avoir des burst suppression. Et puis la désescalade se fait eh bien, quand vous avez à ce moment-là, pendant une certaine durée, on dit 48 heures, mais effectivement pas d'HTC. Alors, la question, et vous avez remarqué qu'hier, il y a eu une petite discussion là-dessus, c'est finalement comment on va détecter ces fameux malades chez qui ça va être compliqué de les réveiller trop vite. Et alors, voilà, ce qui m'a fait un petit peu réagir, gentiment, c'est qu'on ne peut pas décider d'un réveil simplement sur des données d'imagerie ou une donnée de pic. Il va vous falloir avoir des éléments qui soient des faisceaux d'arguments pour dire, bon, ben voilà. Et ce que je vous propose, c'est de les revoir et vous allez voir qu'il y a en gros 4 champs sur lesquels vous pouvez avoir votre conviction à partager avec votre équipe, mais pour lequel on va dire, celui-là, on va le réveiller ou celui-là, on va continuer. Voilà. Bon, la clinique, là, évidemment, ici, c'est évident, les malades qui sont graves, qui ont eu une aggravation neurologique précoce, coagulopathie, axos, voilà, ceux-là, bon, déjà, on sait que, attention, c'est des cerveaux qui sont plus fragiles que les autres. Et puis, vous avez les contusions. Là, Lionel, il en a très bien parlé. Pour compléter ce qu'il vient de dire, moi, je vous propose ce travail qui est plus récent et qui vous identifie simplement les facteurs qui vont être associés avec une augmentation du volume de la contusion. Et il y a effectivement, je rejoins ce qu'il avait dit, les contusions multiples, le volume de contusion. Alors ici, ils ont trouvé que finalement, c'était 10-15 ml. Ça, c'est déliné manuellement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et puis, un élément qui est assez important, là, c'est fusil. C'est les hématomes qui sont des hématomes dans lesquels vous avez plus de 3 lésions qui sont hyperdenses et au milieu duquel vous avez des zones hypodenses. Et la différence, c'est au moins 20 unités Hounsfield. Et ça, c'est une donnée nouvelle, moi, que j'ai apprise. Et ça représente un peu ces lésions-là. Des lésions très hétérogènes, des lésions donc, où vous avez des lésions multiples. Et ça, à mon avis, ça, c'est, vous voyez, localisé comme ça, ce sont des lésions qui sont à fort potentiel d'augmentation de volume. Et puis, les contusions bifrontales. Les contusions bifrontales, c'est vraiment la situation où on ne sait pas bien faire. Alors, il n'y a pas de littérature. Et s'il y a des internes qui veulent se lancer dans des travaux et de registres, on peut se lancer là-dessus parce que je vous assure, il n'y a vraiment pas de littérature et on ne sait pas quoi faire de ces malades. Pourquoi? Parce que ce sont des malades qui sont souvent avec des Glasgow assez élevés. Et puis, vous les laissez, heureusement, en réa ou à l'USC. Et puis, au milieu de la nuit, l'infirmière ou l'infirmier vous appelle en catastrophe parce que le malade, il est passé à Glasgow 7 ou Glasgow 6. Et puis, ça se fait en quelques minutes. Pourquoi? Parce que la contusion a augmenté de volume, il y a eu un effet d'œdème important. Et puis d'un seul coup, ça se déplace d'avant en arrière, et puis d'un seul coup, vous avez une dégradation rostrocaudale et vous arrêtez complètement toutes les afférences qui vous maintiennent en éveil et en conscience. Et donc là, aggravation, c'est Glasgow inférieur ou égal à 13, une contusion qui est large. Ici, ils vous ont mis dans ce papier-là un petit algorithme sur lequel on peut revenir. Bon, c'est pas voilà, une fois que le malade s'est dégradé, on sait ce qu'il faut faire, hein, mais vraiment, on ne sait pas bien, et la littérature est très pauvre dans ce domaine-là. Troisième élément, c'est le Doppler quand même. Et on ne va pas citer les travaux de Grenoble. Moi, je cite les travaux de Nicolas et de Bernard. Parce que là, lui, ce travail-là, il n'y en a pas eu beaucoup hein, à l'arrivée, sur des critères Doppler. Quels sont les malades qui ont déjà des signes Doppler de gravité? Et qu'est-ce que j'en fais? Et donc, ils avaient utilisé ces seuils-là, qui sont des seuils un peu plus sévères que ceux qu'on utilise dans le trauma crânien léger. Ils avaient mis en place des actions correctives et vous voyez qu'il y a eu un effet bénéfique pour un certain nombre de malades. Enfin, vous savez quand même que le Doppler, et ça a été dit hier, que le Doppler, eh bien, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas faire dire au Doppler que ça permet de mesurer la pression intracrânienne. Ça vous permet de dire qu'il y a une souffrance cérébrale, mais ça ne corrèle pas bien avec la pression intracrânienne. L'index de pulsatilité, c'est un mauvais estimateur du chiffre de pression intracrânienne. Enfin, dernier élément, c'est la courbe de pic. Alors, si vous la mesurez, vous l'avez. Hein. Bon. Alors, la courbe de pic, ça a été montré. Hein. Donc, une courbe normale, c'est effectivement ces trois ondes, P1 supérieur à P2 supérieur à P3.
Et que ça, quand vous avez une compliance qui est diminuée, eh bien, P1, P2, P3 sont inversés. Et ce qui est intéressant, c'est ce travail qui a permis de voir finalement à quoi correspond, de manière assez précise, eh bien, ces éléments-là. Alors ici, ils ont mis en fonction du temps, puis c'est des millisecondes, hein, donc c'est un travail qui a été fait où on a échantillonné de manière très très rapide les mesures de pic, et puis on a fait aussi de l'IRM de flux. Et l'IRM de flux veineux, artériel et du LCR. Et donc, pour essayer d'identifier finalement dans la courbe de pic à quoi correspondent ces phénomènes-là. Et ils sont aperçus que le premier, vous voyez, la courbe de pic normale, elle est là, en noir. Eh bien, ce qui corrèle le mieux avec cette arrivée, ce pic P1, eh bien, c'est le flux artériel. Et puis ensuite, en P2, P3, eh bien, c'est plutôt les variations du volume intracrânien. Et c'est pourquoi, quand vous avez une baisse de la compliance cérébrale, eh bien, c'est effectivement P2, P3 qui vont être beaucoup plus élevés. Et donc ça, je plaide pour que nos industriels travaillent pour nous donner en temps réel un indice de compliance cérébrale quand on mesure notre pic, parce qu'on aura ensuite, non pas une lecture comme on peut faire sur le moniteur, mais une lecture objective de la compliance cérébrale en temps réel. Et là, à ce moment-là, on pourra dire, OK, ce malade-là, il a une bonne compliance, on le réveille, il n'y a pas de problème, etc., etc. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, j'en terminerai avec les barbituriques. Les barbituriques et HTIC réfractaires, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément une bonne presse, mais je vous rappelle simplement que dans l'essai qui avait été piloté par les Anglais, le Rescue ICP, comparant craniectomie versus rien, en fait, c'était craniectomie décompressive versus barbiturique, hein, quand même. Et donc, au final, vous avez vu qu'il n'y avait pas de différence en global, il y avait moins de mortalité dans le groupe qui avait été opéré, mais avec davantage de séquelles neurologiques graves. Et dans l'autre groupe, c'était les barbituriques. Et les barbituriques, finalement, quand on regarde ce papier qui est assez ancien, vous avez des malades avec la PTO2 qui vont s'améliorer, et puis d'autres qui vont se dégrader. Et donc, barbiturique, ce n'est pas là une réponse univoque. Là aussi, il va falloir individualiser les éléments. Et donc, si vous avez des barbituriques, eh bien, si vous avez une indication de barbiturique, il vaut mieux faire un dose test. Et probablement utiliser le Doppler pour être sûr que vous êtes en hyperémie cérébrale et que cette augmentation du volume cérébral liée à une inflammation, etc., vous pouvez gagner un petit peu avec cette vasoconstriction métabolique. Voilà, dernière chose, l'agitation, vous arrêtez la sédation, votre malade s'agite. Moi, je vous renvoie à l'excellent revue qu'on a fait à Grenoble, je fais de l'impub, sur les causes d'agitation et puis les réponses thérapeutiques qu'on peut faire dans le management. Et on avait publié il y a quelques années un petit algorithme pour piloter le protocole, enfin l'arrêt de la sédation chez les patients avec une imprégnation de ces patients avec du tranxène pendant 48 à 72 heures. On arrêtait tout, et puis si le malade était agité, ça pouvait être un syndrome de sevrage, mais celui-ci était à ce moment-là morphinique, puisque le tranxène a une durée d'action qui est longue, et à ce moment-là, on pouvait introduire la buprénorphine. Voilà, donc pour la maison, voilà les choses qu'il faut essayer de retenir, enfin ce que j'ai essayé de partager avec vous, c'est maintenant il va falloir rentrer dans, comme on l'a fait avec la PPC, mais dans l'individualisation de la sédation. Retenez que la sédation, ça permet de contrôler la pique, mais que le niveau de sédation est tributaire des chiffres de pression intracrânienne dès lors qu'on est dans la phase où il faut protéger le cerveau et que l'analgésie est indispensable, mais il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions multimodales. Voilà, merci.